Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin pour notre vidéo avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Corentin. Alors nos auditeurs vous connaissent, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta et nous sommes avec Jonathan Alperi. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous êtes photojournaliste et vous avez écrit, et puis il y a aussi des photos donc, dans le dernier Omerta, La guerre des mondes, notamment sur le trafic de drogue et puis les nouvelles routes de la drogue. On voulait revenir avec vous ce matin, avec Régis Le Sommier, sur le Salvador. Donc vous le savez, il y a Nayib Bukele qui a été réélu il y a 3 semaines. Notamment, il est très populaire dans le pays parce qu'il a mené un combat sans merci contre les différents gangs criminels. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement ce qui se passe, comment s'organisent ces gangs de drogue au Salvador et quelles ont été donc les mesures prises par Nayib Bukele? Donc en fait, il faut revenir un petit peu en arrière. On se souvient, dans les années 80, il y a eu un conflit armé assez violent dans ce pays, au Guatemala aussi. Et ces groupes criminels, donc c'est ce qu'on appelle les maras, par exemple, ont été en fait le résidu de ce conflit-là et ont pris une bonne partie du contrôle du pays jusqu'à, en effet, récemment, quand Bukele est arrivé au pouvoir. Au début, il a essayé de négocier avec eux, essayer de trouver un entendement pour essayer de régler un peu le problème. Évidemment, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et il a utilisé l'armée, il a encerclé en particulier certaines villes qu'il contrôlait, il les a détruites militairement. Certains groupes armés se sont défendus. Il y a eu des combats assez violents entre des unités de l'armée salvadorienne et certains groupes, certains maras. Évidemment, ces groupes n'ont pas tenu le coup très longtemps. Et on pense qu'il y a eu quelques milliers de morts du côté de ces groupes criminels. Les autres ont été, la grande majorité ont été faits prisonniers. D'ailleurs, il a construit une prison à cet effet. Et il en a mis à peu près 45 000 en prison. Au bout de 18 mois, ça dure à peu près 18 mois. Et le reste s'est échappé pas mal en Honduras, au Mexique, au Guatemala essentiellement, pour reprendre un peu leurs activités criminelles. Donc 45 000 personnes en prison pour une population, le Salvador, c'est quelques millions de personnes à peine. Donc il a véritablement, en tout cas le trafic de drogue occupe une grande partie, une majeure partie de l'activité du pays. Oui, alors maintenant, en effet, quand on regarde les chiffres, on regarde comment les choses se passent. Moi, quand j'y suis allé l'année dernière, c'était au mois de septembre, donc on se baladait par exemple dans les quartiers. Il y avait encore des opérations militaires anti-drogue, donc j'ai pu participer à ça, mais après, ils m'ont pas mal emmené dans les zones qui ont été nettoyées. Et c'est vrai, quand on allait parler aux gens, ils étales non seulement très heureux de ce qui s'est passé, parce qu'ils n'avaient plus à faire au Maras, ils pouvaient se balader librement et ainsi de suite. Et donc la grande majorité s'est retrouvée en prison et ne sortira absolument jamais. Donc ils mourront en prison, ça c'est sûr. Alors on va voir d'ailleurs quels sont les profils de ces gens, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont allées en prison alors qu'il n'y avait pas véritablement de preuves contre eux. Régis Le Sommier là-dessus, sur le Salvador, sur Monsieur Bukele. Oui, ce qui est paradoxal, avec le Salvador, c'est qu'il y a dès le départ, je crois, et Jonathan, je parle sous votre contrôle, un lien avec les États-Unis et avec les mesures anti-gang d'expulsion des Salvatoriens, notamment qui habitaient à Los Angeles à l'époque de l'administration Clinton, qui ont été donc renvoyés dans leur pays et qui ont exporté leurs méthodes, leurs gangs, etc. En plus de la guerre civile que vous avez décrite tout à l'heure, c'est dans mon souvenir et je pense que ça a joué pas mal sur justement la radicalisation et le nombre de gangs en Amérique latine. Non, c'est très vrai. En effet, ces premiers groupes qui ont été renvoyés des prisons californiennes, qui ont été renvoyés chez eux au Salvador, ont appris beaucoup de leurs activités criminelles dans ces prisons américaines. Donc ça, c'est très vrai. Donc ils ont exporté ça, ils sont revenus au Salvador et ils ont appliqué sur le terrain ce qu'ils avaient appris là-bas aux États-Unis, avec un certain degré de violence qui était très particulière, qui a été rajouté une fois qu'ils sont revenus dans leur pays. Et une violence qui rappelle un peu les cartels mexicains comment dire, une violence très créative, très violente, qui permettait en fait d'assouvir le pays, et c'est ce qui s'est passé.
Non, donc on parle du Salvador là et effectivement construction de cette prison, mesures utilisant l'armée pour réduire les cartels et rétablir l'ordre. Mais il me semble, au vu de ce que j'ai lu dans votre reportage dans le magazine Omerta, Jonathan, c'est que le Salvador semble bien seul à avoir réussi à éradiquer dans toute cette Amérique latine et Amérique du Sud et aux États-Unis. Et on semble au contraire que le trafic de drogue et que les cartels ont eu l'air de s'être renforcés ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Oui, non, c'est très juste. En effet, quand on regarde la situation stratégique du Mexique, qui est maintenant, à mon avis, en partie un narco-État, on estime que maintenant 30% des gens qui travaillent pour l'État fédéral mexicain sont en partie ou totalement payés et corrompus par les cartels mexicains. Donc là, on a affaire à un vrai problème stratégique qui est en train de s'opérer, qui est un vrai problème pour les États-Unis, qui ne fait rien d'ailleurs. Et c'est vrai que le Salvador est un îlot sur une grande partie d'Amérique latine, et évidemment une grande partie de l'Amérique centrale et la quasi-totalité du Mexique et aussi les Caraïbes, qui sont en effet en train de décliner à cause du grand commerce illicite de la drogue, qui est évidemment poussé de l'avant à cause de la consommation absolument folle des Américains, mais aussi des Européens. Donc, par exemple, l'Europe en ce moment est envahie par, comment dire, un afflux absolument incroyable de la cocaïne et qui vient de la Colombie, mais qui vient aussi du Pérou maintenant et de la Bolivie. Et tout ça est amené en grande partie par les cartels mexicains qui sont en train d'inonder l'Europe en ce moment. On va voir si le Salvador s'en sort à long terme, parce que c'est vrai qu'on regarde ce qui se passe en Honduras et au Guatemala, ils sont bien seuls. Ça, c'est très vrai. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question par rapport à l'époque du cartel de Medellín, par exemple. Quelle est aujourd'hui la stratégie du DEA américain, Drug Enforcement Administration? À l'époque, c'était vraiment de traquer, d'essayer de piéger par tous les moyens possibles Pablo Escobar et les autres cartels. Vous dites les États-Unis ont un peu lâché l'affaire. Est-ce que c'est vrai, c'est tangible? Ils laissent les cartels régner comme ça, sans essayer de lutter contre eux? Alors, là aussi, faut redonner un peu un contexte historique. Dans les années 50, les Américains ont établi une doctrine sur l'Amérique latine et sur le Mexique qui a laissé, comment dire, les grands groupes criminels prendre pied, par exemple en Colombie, au Mexique et ainsi de suite. Et ça a été utilisé par les Américains de manière consciente afin de déstabiliser un tout petit peu ces pays. Comme ça, l'Amérique restait assez en contrôle. Maintenant, évidemment, c'est allé trop loin. C'est un effet boomerang qui nous revient au visage de manière très violente, en particulier parce que la consommation des Américains est exponentielle. Donc, ça a aussi fomenté une explosion des différents groupes criminels qui maintenant ont vu à quel point ils pouvaient vraiment se faire de l'argent. En revenant sur la DEA est probablement une des seules organisations fédérales américaines, il y en a 17. Et la DEA n'est que l'une d'entre elles qui essaye de lutter contre ça, mais elle n'a pas les moyens, ni les hommes ou les ressources. Et sur les très hauts échelons des institutions américaines, on voit bien qu'il y a un manque comment dire, un manque de pouvoir, en partie pour des raisons idéologiques. On le remarque essentiellement dans ce qui se passe avec la frontière avec le Mexique, qui est largement ouverte, donc qui a laissé tout le fentanyl rentrer dans tout le pays et qui tue à peu près, l'année dernière, je crois, le chiffre officiel, c'est 74 000 Américains sont morts d'une overdose à cause du fentanyl. Essentiellement, ce sont des accidents. Ces gens-là, le fentanyl est mélangé à la cocaïne, par exemple, les gens font des overdoses et meurent. Donc, il y a vraiment une idéologie, surtout avec l'administration Biden, de laisser pourrir la situation. Je pense que c'est vrai, c'est très dur à comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi les Américains se détruisent eux-mêmes comme ça. Je pense que l'idéologie a beaucoup à voir là-dedans. Et oui, et puis depuis le Covid aussi, vous dites qu'il y a une explosion donc, du nombre de consommateurs d'opioïdes. Alors je voulais revenir aussi sur cette route, parce que vous dites que le Salvador, donc il y a le Salvador qui est au centre de l'Amérique centrale, qui est un point de passage, mais en fait il y a toute une articulation avec les différents pays d'Amérique du Sud. Il y a le Pérou et donc la Colombie aussi, donc il y a les pays producteurs, les pays de passage et les pays consommateurs.
Non, tout à fait. Donc, par exemple, prenons la dernière trouvaille, on va dire, de la route de la drogue, ce qu'on appelle la route du Pacifique. Donc, au lieu d'utiliser les voies terrestres, donc, par exemple la cocaïne pardon, du Pérou, qui est de très bonne qualité, qui est en pleine explosion en ce moment, donc, ils ont des contacts assez puissants avec les cartels mexicains, du Sinaloa ou du Jalisco en particulier, et au lieu d'utiliser les voies terrestres, ils font des sauts de puce d'un port à l'autre. Et le premier grand port, et ça je l'ai couvert pas mal, c'est Guayaquil, qui est le grand port en Équateur. Donc l'Équateur n'est qu'une voie de passage, elle ne produit pas de drogue. Mhm. Donc ça remonte et après ça passe par certains endroits dans l'Amérique centrale. Le Salvador, c'est plus le cas, en tout cas beaucoup moins, parce qu'ils font beaucoup d'opérations navales pour stopper ça. Ça remonte après par le Mexique et ça arrive en Californie et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des grandes zones de passage en effet et c'est une nouvelle et elle est très problématique à contrôler. Très problématique à contrôler. Donc le Salvador, je voulais juste revenir sur le Salvador. Vous parliez du Mexique tout à l'heure qui est considéré par vous comme un narco-État. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette définition de narco-État et est-ce que justement ce n'était pas l'avenir du Salvador et qui a été finalement stoppé par Bukele? Alors, quand je dis narco-État, c'est partiellement, hein, c'est pas totalement, c'est pas comme le Honduras, qui est en effet, ça c'est un pays qui est complètement perdu. Le Il faut Honduras jamais. est considéré par vous comme un narco-État aujourd'hui. Ah, C'est-à-dire entièrement, oui, c'est un Hmm. des pays les C'est-à-dire plus qu'il est dangereux. gouverné par la drogue et le trafic de drogue. Et la corruption au sein même de l'État de l'Honduras est telle que enfin, les choses sont tellement entremêlées pour séparer les institutions de ce pays et les groupes criminels. Il faudrait quelqu'un un peu comme Bukele pour nettoyer ça d'un point de vue militairement pour recommencer à zéro. Mhm. D'ailleurs, petite parenthèse, le Guatemala et l'Honduras, ils ont un nouveau président. La Honduras, c'est une femme, je crois, et elle essaye de faire ça, et elle envoie souvent des émissaires et des gens au Salvador pour apprendre, pour voir comment il a fait pour essayer de faire la même chose en Honduras. On verra s'ils le feront ou pas. Ça, c'est une autre question. Mhm. Le Mexique est partiellement un narco-État. Il ne l'est pas entièrement, mais AMLO, le président qui va d'ailleurs quitter la présidence du Mexique, est accusé de grande corruption et aurait des liens très étroits avec certains cartels pour différentes raisons. Donc, les Américains ont affaire à un pays qui, si ça continue comme ça, sera encore plus tenu par la drogue. Et les Américains, d'ailleurs, ont des plans militaires pour envahir le nord du Mexique, pour faire une zone tampon, pour arrêter tout ça. Eh ben, on reviendra aussi peut-être sur l'élection de Donald Trump qui pourrait changer tout ça. Régis Le Sommier. Moi, j'ai deux questions. Alors, j'ai peut-être commencé par la première. On l'a vu, vous avez évoqué tout à l'heure le fentanyl. Apparemment, la drogue, cette nouvelle drogue de synthèse, autrement appelée drogue du zombie, est aussi produite. Enfin, il y a une molécule qui vient de la Chine. Ça avait été, je sais que cette discussion avait eu lieu entre Joe Biden et Xi Jinping quand Xi Jinping est venu aux États-Unis en Californie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Est-ce que la Chine joue un rôle et est-ce que ce rôle peut être considéré comme une déstabilisation des États-Unis dans cette espèce de partie d'échec planétaire auquel on assiste actuellement? Alors, cette question est fondamentale. Selon la DEA, oui, la Chine ferait exprès de laisser cette fameuse molécule qui est en fait, c'est pas nouveau. Depuis les années 90, un certain nombre d'affaires chinois plus ou moins corrompus ont établi des liens avec essentiellement, à l'époque en tout cas, le cartel du Sinaloa pour leur apporter cette molécule et donc ce cartel mexicain produisait sur le terrain même, sur leur propre territoire, le fentanyl pour après l'exporter vers les États-Unis et le Canada. Ça, c'est vrai. Et ça a explosé à partir des années 2000 et là, on est en effet, c'est absolument incontrôlé. Alors, en ce qui concerne l'État chinois, est-ce que les autorités chinoises s'assoient et disent, bon, on va pourrir les États-Unis, comment on va faire ça? Donc, on sait qu'ils ont plein d'addicts de la drogue, donc on va leur apporter le fentanyl. Moi, je pense que c'est plus nuancé que ça. Je pense qu'en fait, l'État chinois a fermé les yeux et a laissé ces hommes d'affaires commercer librement et établir des contacts avec les cartels mexicains pour pouvoir produire le fentanyl. Je pense que c'est plus ça.
Les Américains se détruisent eux-mêmes. L'Occident pourrit de l'intérieur par elle-même. On n'a pas besoin de la Russie ou de la Chine pour faire ça. On le fait très bien nous-mêmes et ils le savent. Et je pense que c'est plus sur cette optique-là. Mhm, mhm. Et justement, quand on observe la crise texane, on va dire, qui a eu lieu, qui s'est un petit peu calmée avec le gouverneur Greg Abbott, qui s'est dressé contre le gouvernement fédéral, on sait que c'est un problème migratoire à la base, mais que derrière, il y a cette question du fentanyl. Donc, on ne peut pas imaginer quelque part que les Chinois se disent tiens, c'est une bonne opération parce qu'on est en train de... vous dites le système et l'Amérique se tue d'elle-même, mais là, elle se disloque quelque part. En effet, les vieilles plaies des années 1860, donc la Grande Guerre civile qui a eu entre le Nord et le Sud, se sont jamais refermées entièrement. Et on accuse Trump de les avoir réouvertes. C'est faux, elles étaient déjà ouvertes. Et c'est juste que, en fait, Trump est un symptôme d'un mécontentement général qu'on retrouve d'ailleurs en Europe occidentale aussi, pour des raisons un peu différentes. En tout cas, ça se voit un peu différemment. Mais le sud du pays est resté essentiellement patriotique, hein. Les soldats viennent de là en grande partie, les officiers en particulier du Texas, ils sont connus pour ça. Donc il y a un mécontentement. Et d'ailleurs, on le voit depuis un certain nombre d'années, c'est la première fois depuis toujours qu'au début, les Américains choisissaient certains États pour des raisons économiques. Ils vivent en Californie, en Floride, on voulait pas payer d'impôts sur le revenu de l'État, donc on va en Floride ou on va dans d'autres États pour des raisons économiques. Maintenant, les gens se séparent pour des raisons idéologiques. Et c'est ça où ça devient très grave. Je pense que si on va vers une guerre civile, en tout cas ce qui est probable, possible, ou en tout cas une dislocation du pays, comme dit Régis très justement, ou en tout cas une sécession entre les États. Le fentanyl n'est une raison, il y en a plein d'autres. La frontière en est une autre, mais des raisons idéologiques en particulier sur les mouvements LGBT, tout ça. Enfin, cette mouvance progressiste commence à énerver beaucoup de gens. Et si ça continue comme ça va se terminer très très mal. Et ce que vous voulez dire, c'est que le système fédéral américain peut faire en sorte que finalement, il y ait véritablement une fracture entre des États, on va dire, pour aller vite, républicains, et d'autres États plus démocrates, plus progressistes, et que finalement, il y aurait deux Amériques en une seule. En fait, peut-être Mais qui plutôt s'opposera trois. ou qui finalement vivra côte à côte? C'est la grande question. En fait, moi, je pense que difficile d'imaginer ça, mais tout est possible. Je pense que maintenant, tout est envisageable. Tu as le Midwest, le centre, qui lui est un peu plus mélangé. Tu as le sud, donc c'est la vieille ligne de cette guerre civile dont je parlais tout à l'heure, donc le Mississippi, Alabama, Géorgie, les Carolines, Floride, tout ça. Ces États-là sont restés très conservateurs. Et après, évidemment, tu as plus le nord, la côte nord-est, la Californie, ça, eux, ils sont dans le progressisme absolu et total. Donc, on n'est plus dans le même pays. Et les gens, les gens plutôt patriotes, conservateurs, ne font plus confiance en l'État fédéral. Le rôle de l'État fédéral américain devait, à l'origine, ce que Reagan a essayé de faire, et il n'y est pas vraiment arrivé, c'est de laisser les gens vivre leur vie et laisser les États s'organiser eux-mêmes. C'est d'ailleurs toute l'idée d'un État fédéral. L'administration Biden, mais pas seulement elle, mais il y a eu Obama avant, Trump évidemment est une parenthèse, on verra s'il sera réélu à la fin de l'année, ont une main très lourde sur beaucoup de choses, sur la vie des gens. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui estiment que c'est pas au rôle de l'État fédéral de contrôler nos vies. Ça, c'est sûr. Mais on peut dire aussi que, quelque part, dès l'époque de George Bush, avec le Patriot Act, par exemple, qui avait été une manière perçue par les Américains comme une manière à la fois de lutter contre le terrorisme, donc ça, ils étaient pour, mais en même temps, c'est surtout les effets secondaires, c'est-à-dire de pouvoir pénétrer dans la vie des gens sans l'accord d'un juge, de pouvoir fouiller dans leur ordinateur, etc. Il y a quand même eu un recul des libertés individuelles, et j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, les Américains sont beaucoup plus sensibles à ça que nous autres Européens qui ont tendance à suivre benoîtement tout ce que fait notre État. Oui, c'est vrai. Le patriote américain a un avantage sur le patriote européen, c'est qu'il est armé. Lourdement armé. Je dis un avantage pour lui, on se comprend bien, parce que s'il y avait la guerre civile, ces gens-là sont tellement armés, ça serait court mais intense, mais on sait qui gagnerait. En partie parce que l'armée américaine ne se battra pas contre les siens. Elle ne l'a jamais fait, elle ne le fera jamais, et elle joindra ses rangs. Et c'est pour ça que l'État, là je digresse un petit peu, mais c'est bien que pour que les gens comprennent, un exemple très simple, la raison pourquoi en ce moment, par exemple, où les administrations démocrates essayent de retirer les armes de guerre
des mains de ces gens-là, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se tuent dans les écoles ou dans les morgues ou dans les magasins, c'est pas ça, parce qu'ils ont peur de la guerre civile. C'est la raison principale pourquoi ils veulent retirer ces armes de guerre. Donc il y a déjà des tensions à ce niveau-là. Après, c'est clair, le Régis a entièrement raison. On est, à mon avis, il y a des tendances de ce que j'appellerais des dictatures molles, où petit à petit, on commence à grignoter sur la vie, la liberté des gens. Bon, on le voit en Europe aussi, hein, c'est la même chose. Et c'est vrai que les Américains commencent vraiment à en avoir marre de ça. Oui, une sorte d'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire à la fois une anarchie sur les gens, les simples citoyens, et puis une tyrannie, c'est-à-dire les véritables criminels qui finalement sont laissés dans la nature. Alors c'est exactement, je veux revenir sur Bukele quand même, juste pour revenir voilà, sur sa réélection. Il revendique plus de 85% des voix, donc c'est quand même un score de dictateur. Et notamment, il a fait chuter de plus de 70% le nombre d'homicides dans le pays. Est-ce que vous pensez que dans ces États-là, qui sont, donc, vous l'avez dit, au bord donc, du narco-État, est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui sont nécessaires, qui sont impératives, parce que sinon, voilà, on bascule là-dedans et que la démocratie n'a plus lieu dans ce genre de pays? Je pense que c'est pour le Salvador, c'est arrivé tellement loin, les Maras avaient pris tellement le contrôle du pays que c'était soit ça ou rien en fait. Je pense qu'ils étaient vraiment acculés et puis il fallait prendre une décision purement militaire pour les détruire physiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Évidemment, le Salvador est un petit pays, donc c'était possible de le faire. C'est un peu la manière de l'élection de Duterte aux Philippines. Voilà. C'est-à-dire on est allé tellement loin qu'on met un type radical et qui va régler le problème, c'est ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, aux Philippines, ça a très bien marché. Alors, c'était très violent, hein. Il y a des dizaines de milliers de gens qui étaient dans le commerce de la drogue qui ont été dézingués. Et d'ailleurs, on les laissait dans la rue pour que tout le monde voit. Comme Ça a exemple. bien marché. Voilà pour l'exemple. Mais bon, évidemment, l'ONU critique Bukele, mais après, moi je dis toujours, oui, peut-être, mais allez parler aux gens qui, eux, maintenant, se sentent plus libres et peuvent reprendre leur vie. Ils sont contents que ça se passe comme ça. Alors, Jonathan Alperi, on est avec vous, photojournaliste, puis nous sommes avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. C'est l'heure du bulletin d'actualité, puis après on revient vers vous. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, et puis avec Jonathan Alperi, photojournaliste, pour parler donc de ces routes de la drogue, et notamment donc on parlait de Salvatore, ce qui se passe au Salvatore avec le président Naïb Bukele. Vous parliez aussi de Duterte, Régis Le Sommier, notamment aux Philippines, ce qui s'est passé. Donc il y avait une explosion du trafic de drogue, notamment ces bidonvilles. Alors pour tout vous dire, moi j'y suis allé dans ces bidonvilles où véritablement la drogue a détruit toutes les familles. Il y a énormément de mères-filles en fait qui sont complètement perdues, dont les maris donc sont victimes de la drogue et sont complètement sont des zombies. Là il y a eu une réponse extrêmement dure de la part donc, de Duterte, mais est-ce que ce n'est pas comme une révolution, ou c'est-à-dire comme une fièvre, c'est-à-dire une fièvre c'est fait pour donc expulser le mal et après revenir à la normale, et là qu'est-ce qui s'est passé notamment avec Duterte? Est-ce qu'on est revenu dans un état normal, ou alors est-ce que le trafic de drogue continue? Moi, je pense que sur ce qui se passe, ce dont on est en train de parler, il faut quand même que les auditeurs se rendent compte d'une chose, c'est que cette prise de pouvoir par les narcotrafiquants, elle existe aussi chez nous. C'est-à-dire là, on est dans les cas extrêmes. Le Salvador, à plusieurs reprises dans son histoire, a connu des phénomènes justement ou de gangs ou de quasiment de corruption extrême. Jonathan a évoqué le Mexique tout à l'heure, qui a tenté. Il y a eu plusieurs gouvernements au Mexique. À un moment, le gouvernement avait tenté de s'appuyer sur un des plus gros cartels pour liquider les autres. Il s'était appuyé donc sur le cartel de Sinaloa et puis et son chef Chapo Guzman. Et une fois que celui-ci a en gros éliminé ses rivaux, ils l'ont arrêté. Donc ils essayent un peu plusieurs manières. Mais ce que je voudrais vraiment que nos auditeurs se rendent compte, ce dont je voudrais qu'ils se rendent compte, c'est que quand vous voyez ce qui est en train de se passer dans une ville comme Marseille, où il y a quelques années, on était habitué à les quartiers nord, le trafic avait eu lieu à la Paternelle, enfin, c'était les gros points de deal de Marseille. Aujourd'hui, le trafic, il s'est répandu globalement dans la ville, et il a même plus besoin d'être présent physiquement, puisqu'il y a ce qu'on appelle Uber Sheet, c'est-à-dire on commande,
commande sur les applis. Il y a un type qui fournit. C'est même plus discret que le mec qui arrive avec sa mobilette et son sa caisse derrière. Et en fait, ça se fait en toute discrétion et on vous livre ça chez vous à domicile. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... on est dans des modèles en Europe où on commence à voir des phénomènes et des gangs comme ceux de Marseille, dont j'ai oublié les noms. Il y en a 2 qui se font la guerre, qui ont des tueurs à gages, qui peuvent intervenir, qui se vantent sur les réseaux sociaux de pouvoir intervenir en région parisienne. Donc on commence à voir progressivement des choses se manifester, se montrer un petit peu comme voilà, un embryon de ce qu'on a pu voir en Amérique du Sud. Et ça, il faut se rendre compte que ça va très très vite, quoi. Voilà. Alors, Jonathan Alperi, justement, là-dessus, sur l'Europe, comment l'Europe se fournit en drogue, en fentanyl, et puis aussi en cannabis, qui vient donc pour le coup plutôt du Maghreb et d'Afrique. Quelles sont les routes de la drogue en Europe ? Alors, fentanyl, pas trop encore. Ça vient, ça commence, mais c'est vraiment en toute petite dose. Le grand problème là, c'est la cocaïne plutôt. Donc, la cocaïne passe. Il y a 2 grandes routes. Il y a la première, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la côte sud de l'Afrique de l'Ouest, puis ça remonte vers le Maroc et ça passe par l'Espagne. Ça. Donc ça, c'est une assez vieille route. Et là, c'est plutôt le cannabis, la marijuana, oui. Alors, il y a ça, mais aussi beaucoup la cocaïne. Alors, cannabis, donc le shit plutôt, moins le cannabis, ça c'est le Maroc, mais ça a toujours été. Par contre, la nouveauté, c'est les grands ports de Hollande, Belgique, Anvers, tout ça, qui est devenu maintenant le grand point de passage pour après aller se retrouver à Bruxelles, parce que la Belgique, comme par hasard, enfin bon, moi je n'ai peut-être pas dit ce que je pense vraiment de la Belgique, mais c'est pas par hasard que la Belgique est devenue le centre d'une pourriture généralisée et la drogue en fait partie. Donc, et c'est en grande partie des gangs marocains. Maintenant, les gangs marocains et comme disait Régis, très justement, les choses commencent à s'étoffer. Et ces gangs ont maintenant des contacts assez étroits avec certains cartels mexicains. On en est là. Ces gangs, des gangs français, par exemple à Marseille, ont des liens avec des gangs sud-américains. Voilà, mais surtout les gangs marocains en Belgique. Surtout eux. Et en Hollande. Les 2 pays, ça continue comme ça, vont devenir en partie, partiellement, des narco-États aussi. L'Union européenne, qui a son centre là, ne fait rien contre ça. La question, c'est pourquoi. Donc, ils ont déjà ces contacts, et donc la cocaïne, les grandes drogues sont réunies à Bruxelles, et c'est fait comme une étoile. Après, c'est géré partout, et le premier consommateur, c'est la France. Et là, c'est dans des quartiers comme Molenbeek, donc des banlieues véritablement gérées par des trafiquants de drogue aussi. Il y a ça, il y a une espèce d'hybridation très compliquée entre un certain islamisme et la drogue. Ça, vous avez ça aussi en France. Donc pour ça que certains quartiers, les autorités françaises n'y touchent pas, parce que ce sont des quartiers qui vivent uniquement de l'argent de la drogue. On leur retire pas, il n'y a plus rien. Qui vivent uniquement de l'argent de la drogue. Et donc vous dites, donc c'est aux Pays-Bas, en Belgique, et ça fournit donc l'ensemble de l'Europe. Régis Le Sommier là-dessus, est-ce qu'on a un parallèle justement avec ce qui se passe en Amérique du Sud et puis aussi aux États-Unis? Je pense qu'il y a pas, la proportion n'est pas encore aussi importante, et on n'est pas avec des cartels qui contrôlent des régions entières, mais de quartier, on est passé à agglomération, et en effet, il y a de plus en plus, avec des bases arrières dans les campagnes, des zones de stockage aussi, et puis toujours ces fameux go fast qui continuent avec qui jouent au chat et à la souris avec les policiers. Rappeler à nos auditeurs. C'est les go fast, c'est soit des hors-bords qui partent du Maroc et qui atterrissent sur les plages d'Espagne, ou alors aussi des voitures qui se déplacent très très vite pour essayer d'échapper à la police. Et donc en fait, tant qu'on n'arrivera pas, et c'est ça le problème en France, tant qu'on n'arrivera pas à tarir les sources d'approvisionnement, vous avez Jonathan a évoqué justement la question du port d'Anvers et de l'Europe du Nord. Il y a aussi la question de l'Espagne, il y a aussi la question, ça passe aussi par l'Italie. Enfin bref, il y a plusieurs zones finalement
d'approvisionnement, et la proportion, à mon sens, n'est pas encore aussi importante qu'elle a pu être en Amérique du Sud, où là il y avait il y a une histoire du trafic de drogue et de la cocaïne depuis les années 70. On n'en est pas encore là, mais on arrive progressivement le trafic de drogue en France, c'est 3,5 milliards de revenus annuels. C'est une véritable économie parallèle. Et le problème, c'est que si c'était simplement une économie parallèle qui permette à des quartiers défavorisés de recevoir une manne financière, je dirais que comme on l'a conçu depuis des années, c'est-à-dire que il y a des mairies qui ont complètement fermé les yeux sur ce qui pouvait se passer. Comme on peut pas leur donner de boulot, on va les laisser trafiquer, comme ça ils auront moins de l'argent. Bon, en réalité, on est passé il y a une dimension tout autre qui s'est créée dans ces quartiers, et que aujourd'hui le trafic de drogue est la clé. Et il est même la clé de voûte du quartier, c'est-à-dire que on est toute la vie sociale de ce quartier est gérée par le trafic de drogue. Les dealers sont les chefs et ils demandent même les papiers des gens quand ils rentrent dans le quartier. Ils font même des checkpoints. Enfin bref, c'est devenu une manière. Le trafic de drogue est devenu une manière de régler et de réguler la vie sociale du quartier. Et donc là, ça veut dire ce terme d'être un État dans l'État. Ouais, et puis surtout ce terme de territoire perdu de la République qu'on utilise un peu à tort et à travers. Mais là, il prend tout son sens. Et il n'y a pas simplement que les questions migratoires, il n'y a pas simplement les questions de violence, il y a aussi la drogue qui va structurer et qui va offrir une société alternative en fait. Un narco-État, c'est ça. Et là, ce sera peut-être des narco-municipalités voilà, dans lequel finalement les policiers, on le voit très bien. Le film Bac Nord est très très bien fait pour ça. Il montre vraiment la difficulté que les policiers aujourd'hui ont à intervenir individuellement ou en petit nombre dans ce genre de quartier. Donc ils sont obligés de monter des opérations qui sont quasiment des opérations comme les montent les forces armées dans les pays d'Amérique du Sud. Voilà. Alors Jonathan Alperi, justement, alors vous êtes franco-américain si je me trompe pas, et en même temps donc vous avez parcouru le monde, et puis notamment l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, pour voir comment se développait ce trafic de drogue. Quand vous voyez ce qui se passe en France, notamment dans les quartiers qu'on a cités, des narco-municipalités, comme dit Régis Le Sommier, ça vous inquiète? Vous pensez que ça va être l'avenir de ces quartiers-là? Oui, c'est clair que c'est évident, là, cette espèce de balkanisation de la France, de la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, enfin bon, bref, même l'Italie maintenant. Vous allez à Anzio, Anzio est en partie tenu par la mafia nigérienne, qui a été ramenée par la mafia sicilienne pour faire le sale boulot, et comme ils étaient très maltraités, ils ont fait sécession, et maintenant ils sont ultra violents, ultra organisés. Enfin bon, bref, ces gens-là, il y aurait un moyen très simple de régler ce problème-là, mais pour ça, il faudrait avoir un État. Et comme l'Europe a décidé de se démunir de sa souveraineté, donc de sa puissance légitime, bon, ben voilà le résultat. En France, il y a à peu près, on pense, 1 millier de gangs violents organisés. Les services secrets savent très bien qui sont ces gens. Pourquoi on ne s'occupe pas de leur cas? Ils ne le font pas. Alors pourquoi on ne s'occupe pas de leur cas, justement? Parce que c'est quand même terrible ce qui se passe à Marseille, puis ce qui se passe dans d'autres villes de France, notamment les banlieues qui sont complètement sous contrôle de ces gangs. Pourquoi l'État ne fait rien? Vous dites que notamment parce qu'il a perdu toute sa souveraineté? Oui, c'est pour pas mal de raisons. Je pense que la magistrature française, elle est ce qu'elle est. Enfin, elle est européiste à 100%, donc elle a décidé d'appliquer les lois communautaires. C'est tout ce qui les intéresse, je pense, maintenant. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi le fait que pour avoir les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas l'envergure ou le courage de faire quoi que ce soit, mais ils aiment bien faire des phrases qui un peu choquent, mais évidemment, il n'y a jamais rien derrière. Ça me rappelle un peu quand Bruno Le Maire a dit qu'il allait détruire l'économie russe en 2022. Faut voir il suffit de parler à Jacques Sapir pour comprendre, voir comment ça s'est vraiment passé. Donc voilà, on a affaire à des gens comme ça. Parce que juste pour là-dessus, vous disiez tout à l'heure que Biden voulait faire pourrir la situation. Nous, je pense qu'en France, c'est un petit peu le même projet qu'Emmanuel Macron. Vous pensez que Donald Trump, s'il est élu, c'est en novembre, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, donc de nouveau président des États-Unis, est-ce que ça peut changer quelque chose? Et notamment vous parliez de cette zone tampon avec le Mexique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
pense que Trump est capable de tout et il l'a prouvé quand il est devenu président en 2017. Il a menacé l'État mexicain à un tel point que les Mexicains ont bloqué leur côté de la frontière. Il leur a dit si vous le faites pas, ça serait très problématique pour eux et ça a marché. Je pense que par an, il y avait peut-être 40 000 personnes qui passaient légalement et là, en 4 ans, on est à 9 millions. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur et dont la grande majorité de ces gens, on ne sait pas qui ils sont, ainsi de suite. Je pense que Trump est capable de faire ça, refermer la frontière, en tout cas la contrôler, parce qu'on peut pas les frontières, on les ferme jamais, hein. C'est toujours un peu poreux, puis il y a évidemment beaucoup de commerce qui se fait entre les deux pays. Et je pense que pour beaucoup d'Américains qui ont quand même voté Biden parce qu'ils n'aimaient pas Trump, pour des raisons personnelles, commencent à l'avoir regretté. C'est assez drôle d'ailleurs. Mhm. Et je pense que beaucoup de gens, les Américains restent quand même des gens assez procéduriers et qui respectent la loi. Donc je pense que leur avoir au pouvoir, c'est ce qu'ils veulent. Régis Le Sommier, une dernière question pour Jonathan Alperi. Non, moi, en fait, cette perspective, en effet, de la réélection de Trump nous place. Alors, on entend des choses, oui, l'OTAN, enfin, il y a toujours un côté. Moi, je vais dire avec Trump, je pense que Jonathan comprendra en tant qu'Américain, c'est-à-dire qu'il y a un côté donc efficace et alors parfois un peu fou. Hein, c'est ce qu'il a un peu chassé du pouvoir la dernière fois aussi. Mais il y a le côté, et ce que les Américains adorent, c'est le fait de gérer le pays comme une entreprise. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, Donald Trump, sa mythologie, elle a été faite autour d'un show qui s'appelait The Apprentice, où il disait "You're fired", voilà. Et donc, c'est ça qui l'a transformé, en fait, c'est cette mythologie qu'on a dit Donald Trump, c'est un bon businessman. Bon, c'était pas plus un bon businessman qu'autre chose. Il a fait des choses, il est devenu milliardaire, etc. Mais c'est surtout ça. Et je crois que ce qui manque aux États-Unis, c'est justement cette espèce de rigueur que Trump, enfin de rigueur en tout cas voilà, de qu'est-ce que ça nous rapporte et il faut que ça marche, quoi. Voilà. Et ben écoutez, on continuera évidemment à suivre les élections, de voir si Donald Trump arrive au pouvoir, notamment on le rappelle Joe Biden qui est de plus en plus quand même aujourd'hui, on peut le dire, grabataire. Hein. C'est oui, ça on est dans un. Mais je voulais juste rajouter une chose. Moi, il y a une chose par rapport à, et je pense que Jonathan a vécu aussi. Nous, on est en tant que reporter depuis des années, on parcourt la planète, on voit des choses se passer horribles à droite, à gauche, des guerres, etc., etc. Et moi, ce qui me frappe le plus dans les 2-3 dernières années, c'est de voir que ces choses-là, que les conflits qu'on couvrait autrefois, qui étaient très loin, que les problèmes qu'on couvrait autrefois, qui étaient très loin, se rapprochent de plus en plus de chez nous. Et que vous regardez ce qui se passe avec le Hamas et Israël, vous avez regardé la guerre en Ukraine aussi, quelque part, c'est en train de venir chez nous, et c'est des facteurs de division, des facteurs où on voit nos sociétés qui sont dans une espèce de déliquescence, avec un écho du monde qui est de plus en plus présent. Et on pensait que la démocratie libérale serait épargnée de tout ça. Oui, et on pensait que ça serait le meilleur système du monde, et en fait, on se aperçoit qu'on ne sait pas si c'est le meilleur système du monde, mais en tout cas, il est en péril. Voilà. Et on va finir avec cette belle note d'espérance. Merci Régis Le Sommier et merci à vous Jonathan Alperi pour ce reportage qui est dans La guerre des mondes, le dernier Omerta qui est disponible dans tous les bons kiosques. Merci à tous les deux.